Bonjour Monsieur Benedetti. Bonjour à tous. Nous nous rencontrons à la suite de votre voyage en Russie pour lequel vous étiez observateur international lors des dernières élections présidentielles. Oui, voyage qui a fait plutôt grand bruit, en effet. Voilà, donc je vais vous poser quelques questions à ce sujet. Pour commencer, comment les autorités russes vous ont-elles connu et pourquoi vous invitent-elles à chaque événement électoral? Ah ben voilà une question bien intrusive. Euh, Vous êtes bien curieux ou bien curieuse, en effet. Non, mais trêve de plaisanterie. En fait, cette invitation découle de ma participation comme observateur international lors du référendum de rattachement des provinces d'Ukraine à la Russie il y a 2 ans. J'avais été invité par une ONG dont j'avais rencontré les responsables lors d'un colloque en Iran. Donc vous voyez, c'est une séquence de différents déplacements parce que je suis quand même un petit peu connu à l'international, et étant donné que je me déplace beaucoup, non seulement en Europe, mais dans le monde. Fin d'année dernière, j'étais invité à Banja Luka, la capitale de la République Srpska de Bosnie-Herzégovine. J'ai fait des déplacements en Corée du Nord, de nombreux déplacements en Iran. Et donc, ce sont suite à ces voyages que j'ai eu le contact avec cette ONG qui m'a invité il y a 2 ans en Russie. Et cette année, c'est la conséquence directe de mon séjour, parce que j'avais fait un travail assez sérieux, de mon déplacement à Kherson, enfin en Crimée. Et j'ai été invité par une organisatrice, justement, euh, qui recrutait des observateurs pour des observateurs français. Très bien. Et qu'avez-vous senti du climat général des élections en Russie? C'est-à-dire, pouvez-vous nous dire quelle était l'ambiance et est-ce que vous avez constaté par exemple, des problèmes d'organisation ou des troubles au moment de ces élections? Alors, la première chose qui m'a réellement surpris, c'est que en fait, cette élection était une manifestation patriotique. Que ce soit à l'ouverture des bureaux de vote où était joué l'hymne national, ou dans chaque bureau, il y avait une réelle mobilisation populaire et une ferveur populaire avec des jeunes qui participaient à ce qui était considéré comme une fête, que ce soit des étudiants, que ce soit des jeunes sportifs, que ce soit les écoles. En fait, cette élection a été une mobilisation nationale, un acte d'unité nationale au moment où le pays connaît des périodes difficiles avec ce conflit et cette mobilisation militaire en Ukraine. La deuxième chose, je dois dire que je participe à de nombreuses élections en France, et j'ai trouvé l'organisation quasi parfaite. C'est-à-dire que tout a été fait pour balayer tout le champ électoral. Il y avait 3 possibilités pour participer au vote à cette élection présidentielle. La première, c'est par correspondance par Internet. Et vous avez dû voir que ce soit le président Poutine ou le Premier ministre ont utilisé cette possibilité de voter via une connexion. Ça touchait surtout les jeunes qui ont moins tendance à se déplacer dans les bureaux, mais sont plus connectés. À remarquer qu'il n'y a pas eu de problème de piratage informatique, puisque vous savez que le pays est en guerre, et notamment un des aspects de la guerre, un des aspects très importants de la guerre, c'est cette guerre cette guerre Internet, quoi. Et le réseau n'a pas fait l'objet de piratage. La deuxième possibilité pour pouvoir voter, c'est de manière beaucoup plus classique, en se déplaçant dans les bureaux de vote. Et là, il y a quelques différences avec le système français, puisque en fait, l'électeur s'inscrit, enfin vérifie qu'il est bien inscrit sur les listes électorales, et on lui remet un bulletin de format A4 qui est comme un bulletin unique numéroté, comme un billet de banque, si vous voulez.
et il passe dans un isoloir. Puis ensuite, il glisse son bulletin dans l'urne avec ce qui m'a étonné sur certains bureaux, un scanner qui permet de comptabiliser instantanément le nombre de votes et puis de faciliter le dépouillement. Et la troisième possibilité originale, en l'occurrence, c'est le vote mobile, c'est-à-dire que les personnes qui ont des difficultés pour se rendre au bureau de vote parce qu'elles sont âgées, parce qu'elles sont handicapées ou parce qu'elles sont éloignées, isolées ou près d'une zone de guerre, eh bien, peuvent s'inscrire et c'est une urne mobile qui se rend à eux pour qu'à domicile, ils puissent voter avec bien évidemment un officier de police judiciaire, un membre de la commission électorale. Voilà, c'est un petit peu l'originalité aussi de ce vote, qui n'est pas simple en Russie, puisque ce n'est pas une simple gageure, étant donné que vous avez plus de 110 millions de votants, je crois, et 11 fuseaux horaires. C'est pour vous dire un petit peu. Et donc, nous avons visité en tant qu'observateurs de nombreux bureaux de vote, et je dois dire que tout était parfaitement huilé, avec aussi un fait notable qui n'existe pas chez nous, qui est remarquable, c'est-à-dire que tous les bureaux de vote sont sous enregistrement vidéo, centralisés à la capitale de la région, et nous avons pu visiter, enfin moi j'étais observateur international en Sibérie occidentale, dans la capitale et dans des villages aux alentours de Novosibirsk. Eh bien, au centre régional, vous aviez tous les bureaux de vote sous caméra en temps réel. Donc, on pouvait demander aux nombreux surveillants de ces écrans vidéo le numéro des bureaux de vote que nous voulions consulter. Oui, donc c'était très contrôlé. C'est très contrôlé, oui. Oui, oui, c'est très contrôlé. Je crois qu'en fait, et c'est cette affaire d'observateurs qu'il faut bien comprendre, les Russes sont passés maîtres en matière de formation d'observateurs pour des élections et ils forment beaucoup d'observateurs dans de nombreux pays, notamment en Afrique, notamment en Amérique du Sud. Et après réflexion, je pense que c'est pour contrer tous ces processus de révolution de couleur qui se font au moment des élections. Que c'est une réponse aux nombreuses tentatives de révolution de couleur qui ont existé, qui existent encore et qui existeront demain, c'est-à-dire cette formation d'observateurs internationaux dans tous les pays et cette volonté d'être très complet, très précis en matière de vérification d'élections. D'accord. Du coup, je crois que Poutine a été réélu, a fait un score de 84%, si je ne me trompe pas. 87%, il me semble, hein, avec une participation très forte. Alors, est-ce que vous pensez que c'est un score qui est crédible? Alors, bien évidemment, le scénario, le récit ici en Occident et en France était écrit d'un dictateur qui truque les élections. En fait, vous ne pouvez pas, comme toujours, analyser les événements de là-bas avec la mentalité d'ici. Si vous voulez, là-bas, nous restons dans une société qui est relativement patriarcale, une société qui a connu des pouvoirs forts, que ce soit sous l'Ancien Régime ou après au moment du communisme. Et il y a ces réflexes d'unité autour du chef d'État, si vous voulez, comme il y a le respect du chef de famille. C'est pour ça que je parle de société patriarcale. À partir du moment où le chef d'État, ou le père, ou le chef de famille défend les intérêts de la famille et soucieux aime ses enfants comme il aime ses concitoyens, il y a un réflexe d'unité autour du chef de l'État et on est dans un régime plutôt plébiscitaire, si vous voulez, comme nous avons connu, nous, avec Napoléon Ier ou Napoléon III. Donc ce sont des régimes d'autorité. D'ailleurs, il y avait différents candidats qui représentent l'ensemble des courants qui traversent la société russe, puisque vous aviez un candidat communiste, un candidat nationaliste, le successeur de Zhirinovsky qui est mort il y a 2 ans, un candidat jeune
de la société publique qui représentait plutôt le courant libéral. Et en fait, vous avez Vladimir Poutine qui fait la synthèse de ces trois courants. Je l'ai déjà expliqué, mais je peux le réexpliquer. En fait, Vladimir Poutine est issu du courant libéral puisque c'était un élève de Sobchak, le maire de Saint-Pétersbourg. Il a été mis en place par le clan Yeltsin pour justement préserver leurs intérêts au moment où c'est tous ces oligarques qui avaient pillé l'effondrement de l'Union soviétique, pillé les richesses de Russes, se retrouver à rendre des comptes à la société, au peuple qui leur demandait justement des comptes. Donc il est issu de ce courant libéral. Et il est aussi issu du communisme, puisqu'il était membre du KGB et membre du Parti communiste de l'Union soviétique. Et c'est aussi un patriote, un nationaliste, puisque c'était un militaire. Donc si vous voulez, Poutine, c'est tout à la fois un nationaliste patriote, un membre de l'ancien Parti communiste, et il est plutôt de tendance libérale, puisqu'il a toujours été tourné vers l'Occident, qui peu à peu l'a rejeté. Et on arrive aujourd'hui à cette fracture profonde, avec un affrontement et une guerre par procuration en Ukraine. Donc il est le centre de gravité de la société russe. Et ce centre de gravité se déplace de plus en plus du courant libéral vers le courant nationaliste, si vous voulez. Voilà. Et donc, dans un pays qui est en guerre, il y a un réflexe patriotique, comme je vous le disais, d'union autour de son chef qui a tout de même remis de l'ordre dans le pays, respecte ses administrés et sert les intérêts russes, d'où ce plébiscite, si vous voulez. Alors, autre spécificité des élections là-bas, si vous me permettez, c'est que justement, tout candidat qui ne serait pas respectueux de la famille, puisque je prenais l'exemple patriarcal, l'exemple du chef de famille, ou qui serait susceptible d'être un candidat subversif financé par l'étranger ou défendant des intérêts de l'étranger qui ne correspondent pas aux intérêts patriotiques russes d'un pays qui est en guerre, eh bien, il est éliminé par la commission électorale. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Je dois dire que ceux qui critiquent l'élection présidentielle en Russie, en France, feraient mieux de regarder la poutre qui est dans notre œil, notamment avec le fonctionnement des élections présidentielles, puisque j'ai essayé avec d'autres candidats indépendants de me présenter aux élections présidentielles. C'est quasiment impossible puisqu'il y a cette barrière des 500 signatures. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion d'en parler souvent. Cette élection présidentielle en France est truquée, ça relève du bento électoral, c'est-à-dire que vous avez les 500 signatures qui écartent toute candidature qui ne serait pas adoubée par le système. Vous avez ensuite le principe des sondages qui manipulent les élections et qui orientent le vote vers un vote utile. On l'a bien vu lors des dernières présidentielles entre le candidat Zemmour et la candidate Marine Le Pen. Et ensuite, vous avez le financement. Il faut énormément d'argent pour exister dans une élection présidentielle. Donc c'est le candidat adoubé par l'oligarchie qui est le candidat favori. Et en fin de compte, moi qui ai participé à de nombreuses élections, je vous dis qu'il y a de la triche aussi. Il y a de la triche chez nous. Donc auquel cas, si en dernier lieu, il fallait éliminer un candidat qui aurait réussi à passer à travers toutes ces mailles du filet, eh bien, ça pourrait se faire aisément en trichant comme ça a déjà été fait, notamment, j'en suis certain, lors des élections régionales où Mario Maréchal devait l'emporter. Et elle a été battue en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Très bien. Donc, à propos des critiques qui viennent de chez nous, je ne sais pas si vous vous souvenez des propos de Bruno Le Maire, qui voulait provoquer l'effondrement de l'économie russe en livrant une guerre économique et financière totale, pour reprendre ses termes à lui. Non,
Alors là, je vais vous dire, Bruno Le Maire qui voulait mettre à bas l'économie russe, il se, il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude, jusqu'au petit juif. Vous savez, il y a un os ici qui s'appelle le petit juif. Donc, non, en fait, j'ai eu l'occasion de circuler, notamment, je vous disais que j'étais en Russie profonde, hein, en Sibérie, alors pas à Novosibirsk, puisque c'est la troisième ville de Russie, avec 1 500 000 habitants. C'est la troisième ville après Moscou, Saint-Pétersbourg. Mais j'ai pu me rendre dans les campagnes environnantes et je peux vous dire qu'on ne voit pas du tout les effets des différentes sanctions. Dans les villes, le parc auto est relativement récent avec beaucoup de voitures de marque chinoise et de marque coréenne. J'ai pu visiter aussi le célèbre GUM, le marché de la Place Rouge, le marché, en fait, le centre commercial sur la place Rouge. Et je peux vous dire que vous trouvez même toutes les marques occidentales, que ce soit du Lacoste, du Dior et tout ce que vous voulez. Donc, les économies aujourd'hui sont trop interpénétrées intermêlées pour que des sanctions soient réellement efficaces, d'autant plus, si vous voulez, même, je dis d'aujourd'hui, mais quand l'on voit, par exemple, la tentative de la part de Napoléon de mener un blocus continental contre l'Angleterre, on sait que ça a été un échec complet, que ça a eu justement des conséquences néfastes pour notre propre économie, et l'on s'aperçoit que c'est le cas aujourd'hui chez nous, puisque on se retrouve coupé d'un gaz et d'un pétrole bon marché, de bonne qualité et bon marché, et qu'on a fait l'objet d'une inflation de prix, d'une augmentation de prix terrible. Donc non, on ne voit pas les effets des sanctions, si ce n'est de manière pratique par le fait que pour se rendre en Russie aujourd'hui, il n'y a plus de vol direct. On est obligé, nous, on est passé par la Turquie, on est passé par Istanbul, et que il faut prévoir de prendre avec vous des espèces, puisque les cartes bleues, les cartes bancaires du réseau Visa ou du réseau Mastercard ne fonctionnent plus en Russie et la Russie a été déconnectée du système international financier SWIFT. Donc depuis les premières sanctions qui ont été imposées à la Russie après l'annexion de la Crimée, la Russie a développé un système alternatif qui s'appelle le système MIR, qui se connecte de plus en plus avec des pays, d'abord les pays voisins, puis maintenant connecté avec l'Iran. Il y a eu une connexion avec la Turquie, puis une déconnexion, mais je pense que ça se refera. Donc si vous voulez, il y a un système alternatif, un système financier alternatif au système oligarchique qui est en train de se créer, et notamment c'est ce qui est très très intéressant dans cette histoire. Alors, comment se fait-il, étant donné que vous n'êtes pas connu en France pour être un fervent démocrate, comment se fait-il que vous ayez été choisi pour observer la bonne tenue démocratique de ces élections? Alors, même si je suis très critique du système démocratique électoraliste, puisque c'est l'argent qui règne en maître dans le système électoral, et que pour se faire élire, il faut beaucoup d'argent, et en fait, ce sont ceux qui fournissent l'argent aux politiques qui est élus qui au bout, in fine, font la loi, et qu'une démocratie élective dérive obligatoirement en plutocratie, si vous voulez. Mais en matière électorale, j'ai tout de même eu quelques expériences et pas des moindres, puisque durant toutes mes années militantes au Front National, si vous voulez, j'ai participé à toutes les élections. J'ai participé aux élections présidentielles, puisque je fais campagne pour Jean-Marie Le Pen. Même on avait adopté les méthodes de l'œuvre, c'est-à-dire des badigeons pour faire de la propagande de l'élection présidentielle, l'élection de Jean-Marie Le Pen en 2007. Ce qui avait un petit peu surpris et ravi Jean-Marie Le Pen. J'ai participé aux élections législatives, notamment des élections législatives très très difficiles pour le Front National en 2007,
suite à l'élection présidentielle où Sarkozy avait siphonné les voix du Front National. Et j'ai fait un des meilleurs scores, enfin j'étais dans les 15 premiers scores au niveau national des candidats du Front National aux législatives. J'ai fait plusieurs cantonales, j'ai fait une régionale, j'ai même lors d'une cantonale affronté un homme d'une dimension nationale, puisque c'était Mercier qui était conseiller général, plusieurs fois ministre, même quand je l'ai affronté, il était ministre de la Justice, c'est pour vous dire. Alors ça, il n'a pas réussi puisque il a dernièrement été condamné pour avoir embauché ses fils, sa femme, ses filles, enfin bon. Et puis il était trésorier du MoDem de Beyrouth au moment où le parti, justement, était accusé d'utiliser les attachés parlementaires au Parlement européen pour financer le parti, comme le Front National et Marine Le Pen, qui est accusé du même délit, si vous voulez. Donc, en matière électorale, j'en commets quand même un rayon, avec même des particularités, puisque j'étais l'observateur, pas international, mais l'observateur électoral représentant Bruno Gollnisch lors du processus électoral via une société externe au Front National lors du congrès de Tours et la succession de Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que pour la première fois, lors d'une élection du président du Front National, puisque ce n'était plus Jean-Marie Le Pen, mais son successeur, il y avait deux candidats, Bruno Gollnisch, était le directeur de campagne de Bruno Gollnisch, et Marine Le Pen, si vous voulez, a été utilisée une société externe, et les votes se sont faits essentiellement par correspondance via cette société externe, et chaque candidat, Marine Le Pen et Bruno Gollnisch, devait mandater deux représentants, deux observateurs, pour vérifier le bon déroulement des élections, justement. Donc, et j'ai été un de ces deux observateurs pour cette élection interne au Front National. Donc en matière d'élection, je reconnais quand même un rayon, je les ai toutes faites. Et puis j'avais en face de moi, j'ai fait deux municipales, dans une commune qui est un bastion du communisme communal, c'est-à-dire Vénissieux qui est communiste depuis avant-guerre, qui a toujours connu un maire communiste, excepté au moment de la Révolution nationale du maréchal Pétain, où il nommait les maires. Donc c'est un maire non communiste qui avait été nommé à Vénissieux, mais pour avoir affronté cette machine de guerre électorale qu'est le Parti communiste dans une ville comme Vénissieux, je peux vous dire que je connais tous les rouages et les entourloupes, parce qu'elles étaient nombreuses, notamment le fait de prendre les anciens dans les EHPAD, de leur préparer le bureau de vote, de leur préparer le bulletin de vote, de les convoyer en camionnette jusqu'au bureau de vote et de faire voter tous les anciens de Vénissieux pour la mairie comme cela. J'avais dénoncé le fait à l'époque. Hein, ou alors, au moment des régionales, on avait contesté l'élection, puisque le Front National avait raté pour quelques voix un élu à la proportionnelle. Et comme nous n'avions pas le temps de faire recompter les voix partout, nous avions fait recompter les voix là où nous savions qu'il y avait de la tricherie, c'est-à-dire à Vaux-en-Velin, l'équivalent de Vénissieux, c'est-à-dire au Mas du Taureau, hein, l'équivalent des Minguettes à Vénissieux, au Mas du Taureau, puisque les scores que nous avions, ça relevait du 2%, ce qui était impossible, quoi. Et on avait fait recompter dans quelques bureaux du Mas du Taureau, justement, les bulletins de vote du Front National, et bien évidemment, on avait été grugé, on a réussi à récupérer des voix et à avoir un élu supplémentaire. Donc je peux vous dire, la routine électorale, le fonctionnement électoral en France, je le connais par cœur, je le connais très très bien, et le fait qu'on triche aussi chez nous, je peux vous affirmer que ça se fait sans vergogne. Et alors, je sors un peu du cadre de la Russie, mais cette élection à Vénissieux, elle n'avait pas été annulée? Alors, l'élection avait été annulée parce qu'il y avait eu pression sur mes colistiers
pour les faire, qu'ils se déjugent, si vous voulez. Parce qu'en fait, quand vous vous retrouvez sur une liste Front National à Vénissieux, dans certains quartiers, des quartiers totalement occupés, et que les journalistes arrivent et font la lumière, mettent en lumière certains colistiers que nous avions en disant « mais vous vous rendez compte que vous étiez sur une liste de nazis, vous vous rendez compte les conséquences ?» Et les journalistes publiaient le nom, si vous voulez, ces colistiers se sont retournés contre nous, et il y a eu un recours au tribunal administratif et notre élection a été annulée. Mais cette élection a été annulée non pas parce qu'il y a eu tricherie ou fausse signature. À un moment donné, on m'accusait de fausse signature. La justice a démontré que ce n'était pas le cas. Et vous voyez, il y a une pression médiatique, une pression sur des colistiers qui se sont retournés. Et il ne faut pas attendre la justice et le tribunal administratif pour prendre la défense d'Ivan Benedetti, puisque à cette époque-là, même Marine Le Pen avait écrit au préfet pour demander l'interdiction de ma liste. Donc vous voyez que ce n'est pas nouveau. La Le Pen qui hurle avec les loups et qui demande plus de répression, comme elle l'a fait en décembre 2022, où il a écrit à Elisabeth Borne, alors Première ministre, pour demander l'interdiction des groupuscules d'extrême gauche et d'extrême droite. Dans les groupuscules d'extrême droite, bien évidemment, il y a nous, mais pas que. Donc elle applaudit à la répression, elle a encouragé à l'interdiction et à l'annulation des élections, à l'interdiction de notre liste et à l'annulation des élections à Vénissieux. Elle a hurlé avec les loups, c'est pas étonnant. Il faut tout de même que ceux qui se croient en elle sachent de quel bois elle se chauffe. D'accord, merci. Pour revenir à votre invitation en tant qu'observateur international, j'ai vu, alors je crois que c'était sur Twitter, vous avez publié votre invitation et vous étiez invité en tant que chef de l'œuvre française. Président de l'œuvre française. Là, j'ai été étonné. Parce qu'en fait, dans les relations que j'ai pu avoir justement avec les autorités russes et avec le comité électoral, la commission électorale, si vous voulez, moi, je me suis toujours présenté en tant que nationaliste, président du Parti nationaliste français, en fait, porte-parole du Parti nationaliste français, président des nationalistes, et j'ai été tout surpris de voir que l'invitation a été faite au nom du président de l'œuvre française. Et c'est d'autant plus surprenant, si vous voulez, qu'en 2013, quand l'œuvre française a été interdite, il y a eu un rapport des services du ministre des Affaires étrangères russe, c'est-à-dire M. Lavrov, certainement sur recommandation ou sur analyse, étude de la situation française par l'ambassade à Paris, et bien que le gouvernement français avait bien fait d'interdire l'œuvre française parce que c'est un mouvement néo-nazi, toujours la rhétorique, vous savez, rhétorique anti-nazi. Donc si vous voulez, en 2013, ceux qui félicitaient le gouvernement français d'interdire l'œuvre française nazie, aujourd'hui invitent son président officiellement au nom de l'œuvre française qui a été dissous par le gouvernement français. Donc est-ce que c'est un pied de nez aux Français? Est-ce que c'est un pied de nez justement au gouvernement, à la présidence française? Peut-être, mais ça, je ne peux pas vous le certifier. Bon, en tout cas, on constate que cette dissolution ne s'étend pas au-delà des frontières françaises. Même à l'intérieur des frontières françaises, puisque vous savez que je récuse cette interdiction. J'ai toujours dit que l'œuvre française continuait d'exister à travers son président. J'ai été condamné. Chaque fois que je vais devant la justice, c'est avec l'emblème de l'œuvre française. Bien évidemment que je m'y rends pour bien leur montrer que on ne dissout pas, on ne peut pas dissoudre l'œuvre française. Puis vous savez, j'avais dit à l'époque qu'on ne parlerait plus ni de Valls ni de Hollande, que l'on parlerait encore de l'œuvre française. Donc vous voyez, j'avais raison, puisque on parle de l'œuvre française même à l'international et à travers une reconnaissance officielle. Et Valls, il essaye
il essaye d'exister, vous savez, c'est un peu comme le gnome qui saute, là, dont on voit apparaître de temps en temps un coup les cheveux, un coup les yeux, mais le gars n'est plus du tout crédible, et d'ailleurs n'a plus aucun mandat, et n'est plus pris au sérieux par personne, à part par quelques journalistes vendus. Et puis Hollande, bon, voilà quoi. Hollande, quand on a besoin de faire venir un comique à la télévision pour lancer quelques crachats sur Macron, eh bien, on invite Hollande, mais lui aussi ne représente plus rien. Voilà, alors que l'œuvre française est encore reconnue sur la scène internationale. D'accord. Alors, vous avez publié il y a 2 ou 3 jours un entretien en Russie avec Lucien Cerise. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnalités françaises qui ont été invitées à observer ces élections? Alors oui, il y en avait beaucoup moins qu'il y a 2 ans lors de l'observation internationale des référendums, beaucoup moins, parce que les Russes ont voulu privilégier le continent africain et le continent sud-américain. Donc il y avait beaucoup d'observateurs de ces continents-là, de Chine aussi, qui est aujourd'hui l'allié naturel, je dirais, dans cette guerre à l'Occident global, comme on dit aujourd'hui. Mais néanmoins, il y avait quelques Français, et c'est toujours très intéressant parce qu'en fait, c'est souvent à l'étranger que je fais la connaissance de personnalités françaises que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer en France, notamment Lucien Fauris, que j'avais rencontré déjà à Téhéran, que j'ai revu à Moscou. J'ai fait la connaissance aussi du général de la Warth, voilà, que je ne connais que de réputation, que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu discuter et dont j'ai pu mesurer le sérieux. J'ai rencontré aussi Frank Pengam, qui est l'animateur, enfin le créateur animateur de Géopolitique Profonde. J'ai appris à le connaître, c'est un garçon très intelligent. Et puis j'en passe, je ne vous donnerai pas des noms qui doivent rester plus confidentiels, mais c'est par exemple aussi lors d'un voyage à l'international que j'avais rencontré Monsieur Vernochet. Vous voyez, c'est surprenant. Et puis quand vous êtes à l'extérieur, français à l'étranger, il y a une forme de respect réciproque et toutes les nuances, enfin les nuances qui peuvent exister entre nous et différences qui peuvent exister entre nous s'atténuent parce qu'on fait corps en tant que Français dans un pays étranger. C'est quelque chose de particulier, de singulier, mais qui se comprend très bien, très bien. Voilà, donc oui, il y a des gens très intéressants aujourd'hui que l'on rencontre dans ces activités. Et puis, je dois dire aussi que les Français exilés à Moscou, il y a de nombreux Français exilés à Moscou, les plus connus, un des plus connus, c'est Xavier Moreau, mais ont des personnalités intéressantes, des parcours qui gagnent à être connus. Et il y a beaucoup de qualités humaines dans ces Français expatriés à Moscou. Alors, à votre retour du voyage, il y a eu l'attentat de Moscou au Crocus City Hall. Est-ce que vous pensez que cet attentat est lié aux élections? Ah bah, c'est difficile de déterminer les tenants et les aboutissants de tels attentats. Ce qu'on peut relever, c'est que oui, ça arrive après une victoire triomphale de Vladimir Poutine, donc je pense que c'est pour entacher son pouvoir souverain, pour essayer de montrer que l'homme ne maîtrise pas tant que ça la situation politique en Russie. Après, quand on analyse les faits,
puisque ça a été revendiqué et c'est un attentat qui a été commis par des gens se revendiquant de l'appartenance à l'État islamique du Khorasan. On sait très bien que cet État islamique qui agit beaucoup en Afghanistan est un groupe terroriste manipulé, financé par les services américains, notamment dans la lutte contre les talibans, dans la lutte contre la République islamique d'Iran, puisque vous savez que le dernier attentat en janvier, qui a été terrible en Iran, lors de la commémoration de la mort, l'anniversaire de la mort du général Soleimani, il y a eu plus de 80 ou 80, je crois qu'il y avait 84 morts, des centaines de blessés. Cet attentat est l'œuvre justement de cette structure militante. Quand vous regardez un petit peu les terroristes qui ont été rattrapés rapidement, qui fuyaient notamment vers l'Ukraine, ce n'est pas un hasard, ils n'ont pas le profil des militants islamistes dont on a l'habitude de les voir se sacrifier sur le lieu des attentats, puisque là, ils ont révélé que la motivation était purement financière. Mais donc, si vous voulez, certainement difficile pour nous de savoir exactement, d'expliquer exactement les tenants et les aboutissants de cet attentat, mais l'on remarque que c'est toujours le même procédé qui est utilisé, c'est-à-dire des immigrés, puisqu'il y a un problème d'immigration nouveau en Russie, avec tous ces immigrés des républiques asiatiques ex-soviétiques, comme le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, vous voyez, tous ces pays. Donc on utilise des immigrés comme chez nous, que l'on manipule, que les services manipulent, à des fins de déstabilisation d'une société. C'est ce que les Iraniens et le Front de la Résistance appellent des takfiristes, c'est-à-dire tout cet islam très rétrograde qui, en fait, est manipulé par les services occidentaux, notamment les services, la CIA, le MI6 anglais, le Mossad, pour servir leurs intérêts, alors que ces gens-là prétendent lutter contre le grand Satan ou contre Israël, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle le takfirisme. Un peu comme les antifas chez nous, les antifas qui prétendent lutter contre le système, le système oligarchique, et qui en fait sont utilisés par le système pour nous combattre. Voilà. Donc il y a un fait aussi, alors, c'est que il y a différentes choses qui sont intéressantes à noter. C'est que les services occidentaux avaient prévenu leurs concitoyens qu'il y allait avoir des risques d'attentats. Comment le savaient-ils? La deuxième chose, c'est la façon dont le ministre de l'Intérieur, Moussa Darmanin, a utilisé ces attentats pour mettre en avant le risque d'attentats islamistes qui existaient en France, comme pour masquer quelque chose, vous voyez. La ficelle est un peu grosse, comme si les services français avaient participé ou avaient laissé participer à l'organisation de l'attentat, ou avaient laissé cet attentat se dérouler. C'est la façon dont ils ont embrayé sur le danger des terroristes qui existaient en France me fait dire qu'ils ne sont pas pour rien dans cette histoire. Alors, au sein de la dissidence, et ça semble être le cas par exemple d'Alain Soral, certains pensent que la Russie représente un espoir pour le redressement de l'Occident. Est-ce que vous pensez que les nationalistes français ont quelque chose à espérer pour le salut de la France? Alors, si dans votre question, vous me demandez si on sera sauvé, résumé, hein, si on sera sauvé par la Russie, si on sera sauvé par Poutine, bien évidemment non. Ça serait
illusoire de croire au sauveur providentiel. Nous ne serons sauvés que par nous-mêmes si nous arrivons euh, à puiser dans les forces les forces qui sont les nôtres, les forces dans notre histoire, dans notre patrimoine, dans ce qui a fait la France, notamment du point de vue spirituel aussi, si nous arrivons à retrouver le sens du sacré, à retrouver cette force d'âme. Oui, nous serons sauvés et j'y crois profondément. Il ne faut pas attendre un sauveur providentiel qui viendrait d'ailleurs, que ce soit Poutine ou que ce soit Trump, si vous voulez. Nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes. Par contre, aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un processus profond de changement des équilibres mondiaux, des équilibres géopolitiques qui nous viennent de 1945, et en cela, c'est très, très intéressant. Alors, j'en arrive à ma dernière question. Est-il nécessaire, voire obligatoire, de prendre parti au sujet du conflit à l'Est en tant que nationaliste français? Votre question, là, est le prolongement de la question précédente. C'est-à-dire que, en fait, ce conflit a commencé comme un conflit territorial et un conflit lié aux circonstances politiques et historiques qui ont frappé la Russie, notamment lors de l'effondrement de l'Union soviétique. C'est-à-dire que quand l'Union soviétique a implosé, il y a près de 25 ou 28 millions de Russes qui se sont retrouvés étrangers à la Russie sans avoir bougé. Donc le problème russe, d'ailleurs, qui a été exposé par Solzhenitsyn, je le répète souvent à travers un livre, c'est celui qu'essaye de résoudre Vladimir Poutine, notamment en Géorgie, lors de la guerre de 2008, où il a sécurisé 2 régions pour les Russes de Géorgie ou les russophones de Géorgie, que ce soit l'Ossétie du Sud ou l'Abkhazie. Il en va de même en Ukraine, si vous voulez. Donc c'est un conflit qui a des origines très, très locales. Mais avec le temps, ce conflit local s'est généralisé en conflit mondial. Et peut-être demain en guerre mondiale, espérons que non, mais vu l'irresponsabilité de certains, notamment du président français, on ne peut pas écarter cette possibilité. Donc quand il y a un conflit mondial, on est obligé de prendre position. Nous prenons position sur la guerre aujourd'hui à Gaza, nous prenons position sur la guerre que l'Azerbaïdjan fait à l'Arménie, nous prenons position sur la guerre qui est faite aux Serbes du Kosovo et aux Serbes de Bosnie-Herzégovine. J'ai dit pour tout nationaliste qu'il fallait penser global et agir national. Donc, quand on est un nationaliste français, on part de la France. Toujours de la France, rien que de la France. Où sont les intérêts français dans cet affrontement et ce conflit mondial où l'on retrouve l'hégémon atlantiste qui mobilise tous ses alliés, toute sa puissance pour faire la guerre à la Russie, avec 2 axes qui se dessinent. D'un côté, une alliance entre la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, et ce que l'on appelle aujourd'hui le Sud global, notamment beaucoup en Afrique et en Amérique du Sud, j'en ai parlé, contre l'Occident, si vous voulez. Donc les intérêts français, nous ne sommes pas menacés par la Russie.
Depuis 1990 et l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie n'est plus une menace. Vous saviez qu'avant, le Parti communiste français était sous plus que l'influence, était sous les ordres du Parti communiste clandestin en France, qui était dirigé par Moscou. C'est la suite du Comintern, de l'NKVD et de toutes ces structures-là, si vous voulez. Mais après 90, ces liens ont été rompus. Donc aujourd'hui, la Russie ne nous menace en rien. Si nous ne faisons pas la guerre à la Russie n'aura aucune raison à nous faire la guerre, bien au contraire, notamment quand on connaît cette influence occidentale auprès des élites russes, notamment de Vladimir Poutine, qui sont en train d'être jetés à bas par cette guerre. Donc, quel est l'ennemi de l'Europe aujourd'hui? Quel est l'ennemi de la France aujourd'hui? Quels sont les mots qui nous touchent et nous détruisent? En France, le problème, ce n'est pas un problème qui vient de l'Est. Le problème, il vient de l'Ouest. Il vient de cet hégémon atlantiste. Il vient de l'Union européenne qui est le cheval de Troie du mondialisme, si vous voulez. Tout ce qui est submersion migratoire, abolition de nos frontières, destruction de nos traditions, le métissage imposé, la destruction systématique de la famille qui ébranle notre société dans ses tréfonds même, sur ses structures, sur ses bases, par la reconnaissance, l'encouragement de l'avortement, demain l'euthanasie, le système même économique et financier où nos richesses nous sont volées, toute la classe moyenne toute la richesse produite par la classe moyenne sont en train d'être aspirées par tous ces trusts internationaux. Donc l'ennemi, il est à l'ouest. Et donc l'ennemi de mes ennemis devient mon ami. L'ennemi de Soros est mon ami. L'ennemi de Bill Gates, l'ennemi de l'Union européenne, l'ennemi de Schwab est mon ami. L'ennemi de Bernard-Henri Lévy est mon ami. L'ennemi de Glucksmann qui a des intérêts financiers, matrimoniaux, familiaux importants dans cette région est mon ami. L'ennemi de la Commission européenne est mon ami, si vous voulez. L'ennemi des médias mainstream en France et en Occident est mon ami. C'est, si vous voulez, ce raisonnement qui doit être le nôtre. Ce qui est intéressant, c'est ce que je vous disais, c'est cette recomposition qui existe au niveau international. C'est-à-dire que cet ordre qui nous a été imposé, cet ordre mondial qui nous a été imposé après 1945, avec Bretton Woods, avec la domination du dollar qui découle directement du pétrodollar, cette domination de l'oligarchie financière, cette domination de cet hégémon atlantiste de l'OTAN, qui est une armée qui défend des intérêts politiques. L'OTAN est une armée qui défend des intérêts politiques. Donc, si vous voulez, bien évidemment que nous avons à prendre parti. Le processus est lent de recomposition, difficile, puisqu'il y a interconnexion, ce que je vous disais. Le dollar ne va pas mourir du jour au lendemain. L'extraterritorialité ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais il y a un processus, c'est comme, vous savez, la politique, c'est des plaques tectoniques, c'est des lignes de force. Et ces plaques tectoniques, aujourd'hui, elles se déplacent justement du mondialisme vers le nationalisme. Elles se déplacent vers cette recomposition mondiale qui est intéressante. Et il faut pour cela que la Russie ne perde pas cette guerre. C'est important, très important. Et il faut que ceux qui sont nos ennemis à l'Ouest s'affaiblissent justement dans ce conflit. C'est pour cela que je prends parti, c'est pour cela que les nationalistes prennent parti. C'est au nom de la France, au nom de la survie de la France, au nom du rétablissement de la France, qui se fera contre, si vous voulez, l'Union européenne. C'est la destruction de l'Union européenne qui permettra le rétablissement des nations historiques en Europe.
D'autant plus que dans ce grand conflit, si vous voulez, on s'aperçoit aussi que c'est un conflit qui va au-delà de la politique, puisque c'est un conflit qui engage la défense des forces surnaturelles et qui engage la chrétienté et qui est un combat de défense de la famille, un combat des traditions naturelles et de la morale naturelle. C'est pour cela que, bien évidemment, nous prenons parti avec force dans ce conflit mondial, euh, tout en insistant sur le fait que la solution viendra de nous, viendra des Français, et notamment de sa frange la plus authentique de ceux qui ne se sont pas reniés, c'est-à-dire les nationalistes et tous ceux qui sont des dissidents du système. Merci pour votre réponse. Cet entretien va toucher à sa fin. Quel sera votre prochain voyage? Prochain voyage, alors, il faut bien comprendre déjà que ce ne sont pas des voyages touristiques où je prends du bon temps ailleurs. Ce sont des voyages qui sont importants parce qu'il faut aller sur le terrain. C'est en allant sur le terrain que non seulement on peut analyser une situation de manière plus pointue, mais qu'en plus on peut échanger les points de vue, nos idées, faire part de notre expérience politique et de notre doctrine, parce que vous savez que la France est un pays qui est important sur la scène internationale, parce que c'est un des pays les plus anciens au monde, et c'est un des pays les plus anciens avec l'Angleterre en Europe, et détenteur d'une civilisation. Et puis, c'est la fille aînée de l'Église. Donc, c'est important d'aller sur le terrain. Nous avons, en tant que nationalistes, j'ai fixé une feuille de route, un combat total, global, mondial. Hein. Total, c'est un combat temporel et spirituel. Global, de conquête de l'État et de reconquête de Rome. Ce n'est pas l'objet de cet entretien. Mais je veux aborder le troisième point, c'est-à-dire pensée globale. Un combat mondial. Donc, si on agit national, il faut même penser global. D'où ces voyages. Beaucoup de voyages en Europe. Donc le prochain voyage, c'est à Rome en vue de coordonner l'action au niveau européen pour les prochaines élections européennes, puisque les nationalistes soutiennent une liste d'unité nationaliste Forteresse Europe qui est dirigée par Pierre-Marie Bonneau. Donc ça, c'est dans 10 jours. Et ensuite, je suis invité en Arménie, parce que la situation là-bas est difficile. L'Arménie est trahie par son gouvernement et sous la menace directe de l'Azerbaïdjan. Vous le savez, vous avez vu ce qui s'est passé au Karabakh. Hein. Il y a eu une épuration ethnique en quelques jours. Donc voilà, c'est important d'être sur le terrain et de ne pas rester un observateur en chambre parce qu'on commet des erreurs. On peut commettre des erreurs parce qu'on regarde les faits par le petit bout de la lorgnette avec des esprits qui peuvent être un peu durs. Pour comprendre les phénomènes politiques et ce qui se passe aujourd'hui, parce que ça bouge énormément, il est important de lire, bien évidemment, il est important de passer les événements au filtre de sa doctrine, mais il est important aussi de rencontrer ceux qui font l'histoire ou de ceux qui sont les résistants justement à cette grande guerre qui nous est livrée par le mondialisme et par l'hégémon atlantiste. Je vous remercie. Merci à vous.